de vous accueillir pour ce nouveau atelier et conférence santé sur le thème de l'endométriose. Donc je remercie Madame le docteur Dron et ces deux accueils que je vais vous laisser présenter pour leur présence et pour parler de cette thématique. Et je voulais aussi associer donc M. Blanchard, qui je vais passer la parole, et aussi remercier la présence de l'asso Endo 02, où je laisserai en fin de séance Morane nous dire quelques mots, et puis pouvoir discuter de cette problématique qui commence quand même à avoir le jour et être un peu vulgarisée dans le bon sens du terme, même si effectivement il y a beaucoup de choses à voir par rapport à ça. Merci Madame le docteur Bertrand, Madame le maire adjoint, docteur Dron, chef du service de la maternité. Donc en tant que directeur de l'hôpital, je suis très content de cette invitation, de ce lien que vous réalisez sur la ville avec les professionnels de santé de l'hôpital, de la polyclinique, dans le cadre de ces conférences qui permettent d'être plus proche de la population, de faire de la prévention, d'informer, de former, d'orienter aussi. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous savez qu'aujourd'hui, l'hôpital, évidemment, c'est un lieu de soins dans ces murs, mais ce qu'on souhaite faire avec l'ensemble des équipes médicales, paramédicales, soignantes, c'est le plus souvent d'aller au plus près de la population, de leurs besoins, de mieux comprendre aussi les attentes, de faire de la prévention. C'est quelque chose d'important, de très important, qu'on continuera à développer. Et donc, dans chaque domaine, il est important qu'on puisse aussi, et je suis content de participer dans ce cadre, qu'on puisse vous apporter des réponses et à cette occasion aussi, eh bien, d'orienter, de mieux comprendre des fonctionnements parfois assez complexes. Je sais qu'un hôpital, c'est grand, c'est complexe parfois pour bien comprendre comment s'orienter. Donc on essaye de faciliter ces éléments. Je crois que la coordination avec la ville de Saint-Quentin, entre les établissements de santé de la ville, avec l'ensemble des professionnels de ville, je pense aux médecins de ville, aux infirmiers de ville, on a tous besoin de travailler ensemble parce qu'à un moment donné, c'est tout un parcours et on a tous besoin de bien savoir ce qui est fait l'un chez l'autre pour pouvoir orienter au mieux le patient, l'usager, le citoyen sur la ville, sur son territoire. Et donc je tiens à féliciter aussi cette excellente coordination avec la ville de Saint-Quentin parce que c'est quelque chose d'important. Je sais qu'il y a plein de projets, je ne vais pas être trop long, mais que ce soit pour les adolescents, pour les mamans, pour les femmes, pour les garçons, pour les hommes. On essaye à chaque fois d'être au plus près, de faire de la prévention. Et donc il faut qu'on vous fasse connaître au maximum toute cette offre qui est quand même assez dense sur le territoire du Saint-Quentin. En tout cas, félicitations et merci à l'équipe de l'hôpital. Merci M. Blanchard. Donc j'en profite aussi pour saluer mes collègues, Marie-Laurence Maître, mon adjoint, et Cindy Kodak, ici présent avec nous. Voilà, je te passe la parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, merci pour votre présence. Aussi, je voulais remercier la municipalité, la personne de Béatrice Berthaud et toute son équipe pour le travail qui est effectué sur la prévention sur le plan médical, pour toutes les informations qui sont proposées en particulier. Donc, c'est le fameux rendez-vous de la santé. Donc, je tenais à remercier également M. Blanchard, directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin, le centre social pour la qualité de son accueil, et puis l'association de patientes que nous venons de rencontrer pour la première fois. Et je trouve que ça, c'est extrêmement important d'avoir cette richesse dans la vie pour des échanges futurs. Donc, je suis accompagnée par le docteur Méline Lombard, qui est praticien hospitalier dans le service à 80% depuis quelques jours, que vous connaissez bien avant, qui a travaillé au CHU d'Amiens, dont nous apprécions beaucoup les qualités et humaines et la compétence professionnelle. Donc, je suis accompagnée également par le docteur Zaineb Bakar, qui est médecin junior dans le service,
qui a rejoint l'équipe, elle, il y a 6 mois, qui est encore là pour 6 autres mois. Et on apprécie beaucoup son investissement dans le service. Donc nous sommes là pour évoquer avec vous le thème de l'endométriose. C'est une pathologie qui est insidieuse, qui touche une femme sur 10, avec des erreurs diagnostiques fréquentes et des prises en charge multidisciplinaires complexes parfois. C'est un sujet qui a été médiatisé depuis quelques années, avec des campagnes d'information importantes qui permettent une meilleure prise en charge. Les signes cliniques sont très variés, le diagnostic précis n'est pas toujours facile à établir et les moyens thérapeutiques de plus en plus performants ne règlent malheureusement pas toutes les situations. Donc je vais laisser la parole d'abord au Dr Paccard qui va présenter la physiopathologie et les moyens diagnostiques, cliniques et paracliniques. Et ensuite, le Dr Lombard enchaînera sur la prise en charge thérapeutique, médicale et chirurgicale. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à cette présentation sur l'endométriose. Nous allons discuter de cette maladie qui touche, comme nous l'avons dit, des millions de femmes dans le monde. L'endométriose, c'est une maladie qui est chronique et qui peut causer de nombreux symptômes qui sont variés et non spécifiques. Bien que ce soit une maladie qui est bénigne au sens complètement médical du terme, c'est une maladie qui est chronique et qui peut causer d'extrêmes douleurs et causer un handicap. Donc j'espère que cette présentation va vous permettre de connaître un petit peu mieux la maladie, de vous sensibiliser un petit peu et de comprendre les enjeux de la prise en charge. Donc on va aborder un petit peu l'épidémiologie de cette maladie, la physiopathologie, les types d'endométriose, les symptômes qui sont associés à cette maladie, comment faire le diagnostic positif, les examens complémentaires qui peuvent être utiles au diagnostic, et puis à la fin, on verra la prise en charge qui sera abordée par ma collègue, le Dr Lombard. Donc c'est une maladie qui est fréquente, qui touche une femme sur 10. Ça représente 176 millions de patientes dans le monde, dont 2 millions en France. Elle peut toucher toutes les femmes, quel que soit le statut social, l'origine ethnique, l'orientation sexuelle. Elle peut également toucher les adolescentes et les femmes qui sont ménopausées. Le parcours diagnostique pour les femmes souffrant d'endométriose est souvent long. Il peut atteindre 7 à 8 ans. Et c'est souvent dû à des symptômes, comme on l'a dit, qui sont variés, qui sont non spécifiques, mais aussi au manque de sensibilisation de la population, mais également des professionnels de santé. Maintenant, la sensibilisation de l'endométriose, c'est devenu une des priorités de santé publique en France. On a vu le lancement de la campagne nationale de sensibilisation de l'endométriose en 2018. Et puis en 2022 est venue la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose en France. Il y a maintenant une reconnaissance de l'endométriose en tant qu'affection longue durée. On peut citer aussi un exemple de l'Espagne qui récemment a vu ce qu'on appelle un congé menstruel, indifféremment des patientes atteintes d'endométriose ou pas, uniquement pour les règles douloureuses. C'est quand même une avancée et c'est une première mondiale. On va expliquer un petit peu ce qu'est l'endométriose. C'est une maladie complexe et qui est multifactorielle. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule cause qui est connue et qui va engendrer la maladie. On sait qu'il y a des facteurs comme les facteurs environnementaux, les facteurs génétiques qui rentrent aussi en compte. L'hypothèse qui est le plus souvent retenue, c'est l'hypothèse du reflux menstruel, c'est-à-dire de la théorie de l'implantation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des cellules endométriales, c'est les cellules qui tapissent la cavité utérine, qui peuvent... les cellules qui tapissent la cavité utérine, qui peuvent se retrouver hors de l'utérus, et qui peuvent emprunter les voies des trompes, on voit ici, arriver jusqu'au niveau des organes avoisinants, c'est-à-dire des ovaires, mais également au niveau de la vessie
et du système digestif. Pour bien comprendre comment tout cela fonctionne, il faut parler un petit peu du péritoine, qui est une membrane qui se trouve au niveau de la cavité abdominale. Et c'est une membrane qui est fine et transparente et qui recouvre les organes qu'on appelle intra-abdominaux, qui sont en réalité essentiellement le système digestif. Les cellules endométriales, lorsqu'elles arrivent en contact du péritoine, peuvent migrer sur cette membrane et du coup peuvent rentrer en contact avec différents organes et toucher du coup les zones de prédilection de cette maladie qui vont être du coup la vessie, le rectum et bien sûr le péritoine et les organes reproducteurs féminins. Les différents types d'endométriose. Il y en a essentiellement 4. Il y a l'endométriose qu'on appelle superficielle, l'endométriose profonde, l'endométriose ovarienne et l'adénomiose. Il est important de rappeler qu'il n'y a pas de corrélation entre l'intensité des douleurs et le type d'endométriose. L'endométriose superficielle. Donc, comme son nom l'indique, c'est une endométriose dont les lésions sont peu profondes et se retrouvent sur la surface de l'organe touché. On l'appelle aussi l'endométriose péritonéale. En réalité, c'est surtout des lésions qui vont se trouver au niveau du péritoine. L'endométriose profonde, c'est lorsque les lésions sont à plus de 5 mm au niveau du tissu. Ça peut causer plus du coup de douleur et d'inflammation. L'endométriose ovarienne, c'est l'endométriose qui est cantonnée au niveau des ovaires. Elle crée des kystes dans lesquels s'accumule du sang d'âges différents. La couleur est typique, on appelle ça couleur chocolat, et ça peut causer des douleurs également et affecter la fertilité des patientes. L'adénomiose, c'est la forme d'endométriose qui est au niveau de l'utérus. C'est-à-dire que c'est les cellules de l'endomètre qui vont pénétrer au niveau de la paroi utérine, au niveau du muscle. Elles peuvent également créer des douleurs et des saignements. Les symptômes de l'endométriose peuvent être très variés et non spécifiques. Comme on l'a dit, c'est ce qui rend le diagnostic difficile. Cependant, il y a certains symptômes qui peuvent aider à suspecter une endométriose. On a les dysménorrhées, c'est-à-dire les règles douloureuses, les dyspareunies profondes, c'est la douleur lors des rapports sexuels, les troubles digestifs et les troubles urinaires, l'infertilité et d'autres symptômes un peu plus atypiques, comme des cétalgies chloralgiques, qui sont des douleurs nerveuses qui peuvent être au niveau de la cuisse par exemple. Scapulagie, c'est des douleurs qu'on peut avoir au niveau de l'épaule droite. Elles sont souvent cataméniales, ça veut dire en rapport avec les cycles, mais aussi avoir des fatigues un peu plus chroniques qui s'installent. Donc les dysménorrhées, la douleur au moment des règles, c'est généralement d'apparition secondaire. Ça veut dire qu'elle apparaît quelques années après les premières règles. Les douleurs sont généralement intenses. Elles peuvent être décrites comme lancinantes, brûlantes, sensation de lourdeur, de pression. Et elles ne sont pas dépendantes réellement du cycle, c'est-à-dire que les douleurs peuvent être avant, pendant, après les règles, au moment de l'ovulation. C'est une douleur également qui est progressivement résistante aux antalgiques. Les antalgiques qui sont des traitements simples, type paracétamol, spasfon, ou anti-inflammatoires, type ibuprofène. Concernant les dyspareunies profondes, c'est les douleurs ressenties pendant ou après les rapports sexuels. C'est des douleurs qui sont localisées au niveau de la région pelvienne, au niveau du vagin ou du rectum. Elles sont appelées aussi positionnelles, c'est-à-dire qu'elles vont dépendre de la position durant le rapport et ne sont pas en lien avec le cycle menstruel. C'est un rapport qui est relativement fréquent. C'est un symptôme qui est relativement fréquent. Les troubles digestifs et urinaires peuvent être non spécifiques. Les troubles digestifs sont plutôt en rapport avec les cycles, des symptômes qui sont cataméniaux. Ça peut être une diarrhée, des douleurs à la défécation, mais également une constipation ou des nausées et vomissements. Troubles urinaires ne sont pas en rapport avec le cycle. C'est souvent des douleurs qui ont lieu lors de la miction ou des envies plus fréquentes d'uriner qui vont être en rapport avec des infections urinaires récurrentes. Concernant l'infertilité,
Les lésions endométriosiques peuvent causer des adhérences et des cicatrices. Selon qu'elles se trouvent sur l'ovaire, elles peuvent affecter la fonction ovulatoire, ou se trouver sur les trompes et obstruer celle-ci, ce qui empêche la descente de l'ovule qui est fécondé. Les femmes atteintes d'endométriose, elles ont besoin d'une prise en charge qui est adaptée. On peut citer la stimulation ovarienne, fécondation in vitro. Parfois, on peut avoir recours également à la chirurgie. On admet que 50% des patients consultant pour une infertilité ont une endométriose. Ça inclut des patientes qui sont complètement asymptomatiques. Et on admet également que 30% des patientes endométriosiques, c'est-à-dire symptomatiques, peuvent avoir des troubles de fertilité. Cela veut dire également que l'endométriose ne provoque pas systématiquement une infertilité. Concernant le diagnostic, comme on l'a dit, il est difficile et il peut être long à établir, car c'est une maladie qui présente des symptômes non spécifiques ou qui peut même être complètement asymptomatique. Le diagnostic nécessite souvent un examen clinique gynécologique qui peut aider au diagnostic et orienter la prescription d'examens complémentaires, essentiellement les imageries. L'examen clinique peut inclure un toucher vaginal et ou rectal pour préciser la nature et l'anatomie des lésions et orienter quel type d'examen est nécessaire. Cet examen sera toujours effectué dans le respect de la patiente et après consentement. Il ne sera bien sûr pas effectué chez la patiente vierge et il devra être arrêté s'il est trop douloureux. Au niveau des imageries, c'est une place qui est quand même très importante dans le diagnostic de l'endométriose, qui peut permettre de visualiser des lésions et évaluer l'étendue. Selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est l'échographie pelvienne qui peut être réalisée en examen de première intention. On peut secondairement avoir recours à l'IRM, voire à une TDM pour des lésions dans le pelvis, et parfois une coloscopie pour celle du côlon et du rectum. L'imagerie ne permet donc pas toujours de poser le diagnostic d'endométriose et le diagnostic définitif est parfois obtenu suite à une confirmation histologique lors d'une biopsie réalisée lors d'une chirurgie type célioscopie. Une dernière information, c'est à propos du test salivaire. C'est une nouvelle méthode de dépistage qui est non invasive pour l'endométriose et qui est actuellement en cours de développement. C'est l'endotest. C'est une technique qui est basée sur l'analyse de deux marqueurs qui se trouvent au milieu de la couche de la salive et qui analyse des taux de ce qu'on appelle micro-RNA. C'est des molécules tout simplement qui peuvent aider à la régulation de certains gènes et qui sont représentés en taux anormal lors d'un profil endométriosique. Les résultats préliminaires sont prometteurs. On parle d'une excellente sensibilité et d'une excellente valeur prédictive négative. Ça veut dire que si le test ne retrouve pas d'endométriose, il est très fiable et on peut vraiment se baser là-dessus. C'est une méthode qui va pouvoir aider beaucoup de femmes et on espère réduire considérablement l'errance diagnostique. Malheureusement, pour l'instant, il est encore trop tôt pour parler d'application directe. Il y a encore en recherche. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole au Dr Lombard. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce qu'on a exposé? Je vais compléter un petit peu. Pas de questions? N'hésitez pas, voilà. Alors, sur la physiopathologie, il faut savoir que la théorie de l'implantation, c'est la théorie la plus fréquente pour laquelle, en fait, on n'a pas encore totalement de preuves. C'est celle qui paraît la plus probable. Maintenant, on n'est pas certaine à 100%, il y a beaucoup de facteurs aussi, beaucoup de facteurs environnementaux qui ont été soulevés, mais pour l'instant, pour lesquels on n'a pas de preuves concrètes. Sur le plan de la symptomatologie, ce que je voulais dire, c'est que Zainab nous a bien dit que le motif de consultation qui était essentiel, c'est la douleur pendant les règles. Quand les dames viennent, notre problème, ça n'est pas de savoir s'il y a une endométriose ou pas, c'est de soulager la douleur. C'est très important, la douleur pendant les règles, ça n'est pas dans la tête.
On l'explique parfaitement bien, c'est un déséquilibre au niveau des prostaglandines qui fait que certaines femmes vont avoir des règles très abondantes, très douloureuses. Et que ce soit endométriose ou pas, il faut soulager. Donc on peut soulager par un traitement symptomatique, on va en parler après, on va rentrer dans mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une jeune fille qui a des règles douloureuses, très douloureuses, qui entraînent souvent un absentéisme scolaire, etc., même si ce n'est pas dans l'endométriose, il faut la soulager. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier message. Le deuxième, avec un petit peu d'expérience, le diagnostic, on l'évoque à l'interrogatoire. Donc, c'est pas n'importe quelle douleur de règles, ça va être des douleurs de règles qui ne seront pas soulagées, comme tu l'as dit, par les anti-inflammatoires, par les antalgiques classiques, mais c'est souvent des douleurs de règles qui vont résister à une contraception orale. Donc ça, déjà, ça nous éveille un petit peu. Et après, on va orienter l'interrogatoire avec des questions très précises. Au niveau digestif, il y a un signe qui pour moi est vraiment très très important, c'est le ténèse rectal. C'est les dames qui vous disent que quand elles ont leur règle, elles ont toujours envie d'aller à la selle. Ça, c'est une localisation qui est postérieure et souvent qu'on retrouve à la formation. Les douleurs pendant les rapports, comme a dit le Dr Bacard, là aussi, c'est pas n'importe quelle douleur. C'est des douleurs qui sont profondes et qui sont, comme tu l'as dit, positionnées. Donc, avec un interrogatoire bien conduit, on arrive déjà à évoquer un diagnostic. Ensuite, l'échographie, certes, c'est le premier diagnostic, alors c'est très facile de reconnaître un endométriome. L'endométriose, c'est l'endométriose au niveau de l'ovaire, mais les autres signes échographiques de l'endométriose sont loin d'être évidents. Et on peut très bien avoir une échographie normale, une IRM normale, avec une réelle endométriose. Troisième chose, ce qui est intéressant à faire quand on diagnostique une endométriose, c'est pas hésiter à examiner les patientes quand elles ont leurs règles, les faire revenir quand elles ont leurs règles. J'ai 2 ou 3 fois comme ça, on a pu faire des diagnostics de nodules d'endométriose avec des examens qui étaient normaux en dehors des règles. Donc ça aussi c'est intéressant. Même pour les nodules. Même pour l'imagerie. Voilà. Merci de me préciser. Pas de questions? Oui, moi je tenais à rajouter aussi que pour la théorie du aspect de certitude, puisqu'on a des endométrioses chez les hommes, ça existe aussi. Donc, ce qui veut bien dire que la maladie elle est complexe et qu'on n'a pas encore tout élucidé à l'heure actuelle. Alors, c'est faible chez l'homme, mais ça existe aussi. Et dans les symptômes, il y a quelque chose sur lequel il faut aussi insister, c'est que si vous avez une neophilie ou si vous avez des symptômes qui sont vraiment purement pendant les règles, mais sur des localisations ailleurs que sur le bas du ventre, quelqu'un qui vous dit j'ai toujours mal à mon épaule pendant les règles, et bien nous c'est aussi des signes d'endométriose parce qu'on peut avoir des endométrioses qui se situent sous le diaphragme, et ce type de douleur qui est vraiment exclusivement présent pendant les règles peut nous être un signe d'appel d'une autre localisation. On a des femmes qui font des localisations pulmonaires, c'est des choses beaucoup plus rares, qui ont des choses plus complexes, mais qui, pour le coup, se manifestent exclusivement pendant les règles. Et donc qui, par ailleurs, sont soulagées également avec un traitement. Dernière chose aussi, sur la médiatisation autour de l'endométriose. Alors, c'est très bien qu'il y ait eu des campagnes médiatiques, on a échangé là-dessus tout à l'heure. Alors, au départ, il y a plusieurs années, il y a 10-20 ans, au départ où on était interne, les dames, elles avaient mal pendant les règles, trouvaient ça normal, voilà, c'est comme ça, c'est tout. Et maintenant, on a l'exact contraire, c'est qu'on a des mamans qui arrivent avec leurs filles, qui ont eu leurs règles depuis quelques mois, qui ont en effet quelques douleurs, mais pour lesquelles on n'a pas prescrit d'antalgique et qui arrivent déjà avec IRM, scanner, etc. Donc on est vraiment passé d'un extrême à l'autre. Donc la médiatisation, oui, mais là aussi, pas en excès. Donc moi je suis docteur en barre, je vais vous faire un truc assez didactique. Vous verrez que les diapositives elles sont assez simples, de sorte qu'on puisse plutôt parler d'expérience et envisager des petites questions s'il y en avait au fur et à mesure.
Donc le traitement de l'endométriose, vous avez compris, c'est une maladie complexe, donc forcément le traitement il va être aussi assez complexe. Et contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas moins bon qu'avant pour la diagnostiquer, c'est juste que maintenant elle est surmédiatisée, donc on a un peu le revers de la médaille comme disait le Dr Bron, c'est que tout le monde en voit partout, là où il n'y en a pas forcément. Donc il ne faut pas penser que tout est l'endométriose, puisqu'il y a quand même dans l'endométriose une part psychologique qui est importante, et aussi pour les ados qui sont en construction, quand on entend dire qu'elles ont déjà de l'endométriose à 14 ans, c'est un petit peu difficile, parce que c'est pas que le diagnostic il est long à poser, si en l'occurrence, on peut mettre du temps, mais aussi parce qu'il y a une progression des symptômes, jusqu'à ce qu'on ait cliniquement quelque chose qui nous l'évoque. Pour autant, il est vrai que depuis que c'est très médiatisé, les patientes elles sont plus sensibilisées et on n'est plus sur la grand-mère qui dit à sa petite fille « Oh bah écoute, pas mal pendant tes règles, c'est normal, les règles ça fait mal ». Non, alors certes, il y a des jeunes filles qui sont plus douloureuses que d'autres pendant leurs règles, mais pour autant, c'est pas immuable et on ne doit pas, comme disait Madame Bron, ne pas traiter une jeune fille qui a mal parce que c'est normal d'avoir des douleurs pendant ses règles. Les douleurs de l'endométriose, attention, une jeune fille qui a des règles très douloureuses, elle peut aussi avoir des règles très abondantes et l'abondance des règles va les rendre plus douloureuses. L'endométriose, c'est pas forcément des règles très abondantes et c'est des règles qui vont vraiment devenir douloureuses avec le temps, qui vont se majorer avec le temps et ça c'est le critère de la majoration de la douleur sur une jeune fille qui était déjà un peu douloureuse, c'est celui-là qui est important, cette majoration douloureuse dans le temps et le fait qu'un traitement sur les symptômes douloureux, donc des antalgiques, qui avec le temps deviennent de moins en moins efficaces, c'est ça qui nous met la puce à l'oreille et qui nous fait dire là on n'est plus sur des petites règles douloureuses de l'ado, là on est vraiment sur quelque chose qui nous fait évoquer l'endométriose puisqu'on est à court des thérapeutiques simples. Après, toute endométriose, et là je ne suis pas tout à fait d'accord, toute endométriose n'est pas un échec sous pilule et là on va y venir, c'est que souvent une endométriose prise à temps, on s'en sort très très bien. Alors, c'est une maladie qui est bien sûr dominée par la douleur et aussi par ses conséquences. Grosso modo, la douleur va nous donner la puce à l'oreille et c'est ça qu'on va essayer de traiter en priorité, mais on va aussi traiter les conséquences. Effectivement, une femme qui a des rapports qui sont douloureux, elle va avoir des troubles de la sexualité. Si elle a des troubles de sexualité, pas forcément, elle va avoir plus de difficultés à concevoir. Une femme qui n'arrive pas à avoir des rapports, elle ne pourra pas faire de bébé. Donc c'est ça qu'on va traiter aussi, et d'où l'infertilité qui est souvent une conséquence des rapports parfois devenus douloureux avec le temps. Et ça, si nous, on n'est pas sensibilisés à poser ce type de questions aux patientes, les patientes, parfois, elles vont être intimidées, elles ne vont pas oser nous évoquer les symptômes douloureux, le fait que voilà, les rapports, ça devient compliqué, qu'il y ait de moins en moins de rapports, elles n'auront pas forcément fait le parallèle entre leurs difficultés, leurs troubles et une pathologie. Pour elles, parfois, elles se disent que c'est peut-être un peu normal, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est différent, c'est quelque chose qui ne va pas dans le couple, alors qu'en réalité, il y a un réel problème. Donc, nous, ce qu'on cherche à traiter, c'est à la fois les symptômes douloureux et les conséquences induites par l'endométriose. Alors, comme l'avait dit justement le Dr Bacard, la douleur, elle n'est pas du tout proportionnelle à l'importance des lésions. On a des patients qu'on découvre de manière fortuite d'avoir des endométrioses relativement sévères qui n'ont jamais eu aucun symptôme de leur vie et qui n'ont jamais eu aucune difficulté à tomber enceinte. Moi, j'ai césarisé une dame, on a découvert une endométriose, c'était son 4e bébé. Il n'y avait jamais eu de difficulté, elle n'avait jamais eu aucune douleur. Il ne faut vraiment pas penser que tout est dramatique dans l'endométriose et que tout est impossible. Donc tout va devenir catastrophique. Et puis on a des patients qui sont extrêmement douloureuses, des jeunes filles qui sont invalidées à 20 ans, qui ne peuvent pas aller travailler, qui font des malaises, alors qu'elles ont très peu d'endométriose. Celles-ci, il faut les prendre en considération. On va dire qu'on ne prend pas grand-chose, donc c'est pas grave d'avoir mal. Si on a mal, donc on la soulage, et puis derrière, elle ira forcément mieux. Et puis attention, on ne traite pas une image, mais un symptôme. Donc effectivement, comme le disait le Dr Bron, c'est bien beau de s'entourer plein d'imagerie, mais en réalité, il faut questionner les gens et voir s'ils sont invalidés par l'endométriose. S'il n'y a pas d'invalidation au quotidien, il ne faut pas faire un drame d'une image. On surveille, on questionne, mais on ne va pas tout opérer parce qu'on a trouvé l'endométriose, on ne va pas tout traiter avec des gros traitements lourds parce qu'on a trouvé l'endométriose un peu de manière fortuite ou parce qu'on a eu une alerte sur un examen d'image. Néanmoins, le traitement il est important et pourquoi? Parce que c'est une maladie évolutive dans le temps. Donc, encore une fois, on ne peut pas dire à une jeune fille, pas mal, mais c'est normal. Non, on va traiter la douleur pour la soulager parce que cette douleur, elle va être inscrite. Elle va être inscrite dans sa mémoire et plus elle va s'inscrire dans la mémoire, plus
plus après on aura des difficultés à la traiter et à être efficace sur le traitement parce que dans l'endométriose, typiquement, il y a une mémoire de la douleur. Et donc quelqu'un qui a été longtemps douloureux et qui d'un seul coup doit avoir un traitement aura plus de mal à y répondre et ce sera plus long à avoir quelque chose d'efficace sur ces douleurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas, ça veut juste dire que cette mémoire elle est ancrée et donc du coup elle est moins réceptive au traitement qu'on peut lui donner et ça va prendre plus de temps. Pour autant, on rassure quand même. Donc la douleur elle est à la fois physique, mais aussi cognitive et aussi sociale parce que ces jeunes filles ou ces jeunes femmes qui sont perpétuellement en arrêt de travail, eh bien leur vie sociale elle en est altérée. Plus sortir comme elle le faisait avant, il y a un absentéisme qui est récurrent, ça se passe moins bien au niveau du travail, on les stigmatise, donc il est important aussi qu'on traite pour qu'elles puissent avoir une vie normale. Et dans l'endométriose, on parle souvent d'une échelle de... j'ai perdu le mot, voilà, il y a une échelle qui permet de codifier l'intensité des symptômes et la nécessité d'une prise en charge plus urgente ou pas urgente. Et puis ensuite, on va traiter les conséquences, donc sur la fertilité, évidemment. Si une patiente a une infertilité et déjà en parcours de fertilité et qu'on s'aperçoit qu'elle a l'endométriose, on va faire tout notre possible pour essayer de la traiter au mieux. Et on adaptera ce traitement à justement cette infertilité. Dans la sexualité, une personne qui ne peut pas du tout avoir de rapport, alors on va l'aider à pouvoir reprendre une sexualité. Et puis ça peut être d'autres symptômes, notamment quand on a une atteinte intestinale, on agit sur le transit, quand on a une atteinte urinaire, on agit sur l'émission. C'est une prise en charge, vous l'avez compris, qui est globale. Donc, si c'est une endométriose qui est toute simple, un médecin traitant qui est bien informé, qui a de bonnes notions, il peut tout à fait la gérer et il ne faut pas forcément penser que c'est un gynécologue qui va forcément tout prendre en charge. Si c'est un médecin traitant qui est sensibilisé, ou une sage-femme qui est sensibilisée, eh bien, il va mettre le traitement de première intention et il nous appellera en seconde intention si vraiment il est à bout de ressources. Mais il ne faut pas, vous en tant que patiente, vous dire de toute façon il ne sait pas parce qu'il n'est pas gynéco, il n'est pas spécialisé dans l'endométriose. C'est pas vrai, chacun fait son possible. Et puis on va avoir recours à la vie secondaire en tant que médecin si on se sent un petit peu à bout de ressources. L'endométriose complexe, c'est beaucoup plus difficile à prendre en charge. Et souvent, c'est des décisions qui sont collégiales, c'est-à-dire qu'on s'entoure de médecins de la douleur pour gérer des douleurs qui sont un peu résistantes. On s'entoure de médecins de l'aide médicale à la procréation quand il y a justement une infertilité qui persiste. On s'entoure de chirurgiens digestifs ou d'urologues, donc des spécialistes de l'intestin et de la vessie, s'il y a des lésions, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour les prendre en charge au mieux sans être trop intrusif et sans être trop agressif pour la patiente. On a souvent recours aux psychothérapeutes parce que l'endométriose, quand effectivement elle a été longue à être diagnostiquée, il y a souvent un impact psychologique qui est ancré au niveau des patientes et donc il faut qu'elle se fasse aider psychologiquement. C'est pas quelque chose de négatif d'être aidé par un psychologue, c'est pas être fou d'être suivi par un psychologue, mais c'est de décharger un peu toute cette douleur, cette souffrance psychologique qui s'est accumulée avec le temps. Et puis le sexologue, lui, il va aider à reprendre un petit peu confiance en soi lorsque les rapports ont été un petit peu compliqués. Alors le traitement, il va dépendre du projet de vie. Grosso modo, il y a quelques filles. Une patiente qui n'a aucun souhait de grossesse, on lui bloque ses règles. C'est le traitement de première intention de l'endométriose. C'est au maximum d'essayer de lui bloquer les règles. Alors je vais entendre beaucoup de patients qui vont dire bloquer les règles, c'est pas sain parce que les règles c'est le mauvais sang. Ça, c'est encore un discours que nos grands-mères ont dit pendant des années et qu'on entend encore aujourd'hui. En fait, non, les règles, ça sert à quoi? Ça sert juste à nous montrer qu'on n'est pas enceintes, nous les femmes. Et qu'en réalité, nous les femmes, on est des procréatrices. C'est un petit peu basique, mais c'est pourtant le cas. Et donc, à chaque cycle, lorsqu'on a nos règles, c'est qu'on est en train de préparer un nouveau cycle en vue d'une conception. Donc, ne pas avoir ces règles, c'est pas grave. C'est d'ailleurs pour ça que nous, les femmes, on est plus anémiques que les hommes parce qu'on perd du sang tous les mois. Donc, les bloquer, c'est pas malsain en fait. Bien au contraire, dans l'endométriose, c'est ce qu'il faut faire. Donc, s'il n'y a pas de souhait de grossesse, on essaie au maximum soit de réduire le volume des règles, soit tout simplement de les bloquer. Et puis, s'il y a un souhait de grossesse, le traitement il est un petit peu différent. Si on est sur une endométriose qui est peu symptomatique, qui se gère bien avec des médicaments pour la douleur, des anti-inflammatoires, évidemment, on va bloquer ça puisqu'elle a besoin d'avoir ses cycles. On va essayer de gérer tout ce qui est douleur sexuelle par le psychologue parce que quand on a des douleurs, les endométrioses, initialement elles sont profondes, puis après elles deviennent très superficielles. Ce qui fait qu'une femme qui ne pouvait pas avoir de rapport sexuel parce qu'elle avait des douleurs en profondeur, finalement elle arrivera quasiment tout le temps à l'avoir parce qu'elle aura de l'appréhension. Donc il ne se passera plus grand chose. Donc là, le psychologue il joue son rôle et le sexologue joue son rôle.
Et puis ensuite, on restaurera la fertilité pour celles qui, authentiquement, ont des troubles en lien avec l'endométriose et dont on sait pertinemment qu'en améliorant d'une certaine manière, en traitant cette endométriose, on améliorera son pronostic de fertilité, et bien parfois on l'aide et ça peut être avec la chirurgie ou avec l'aide médicale à la procréation. Alors le meilleur traitement finalement de l'endométriose, ça reste la grossesse puisque c'est 9 mois et demi pour les femmes où il n'y a aucun symptôme. Ou tout simplement la ménopause, bien que certains cas d'endométriose aient quand même été décrits en progression après la ménopause. Donc on a 3 possibilités de traitement. Le médicament, qui vient toujours en première intention, il ne faut pas toujours penser à la chirurgie, on voit beaucoup de patientes venir en consultation en disant « retire-moi mon endométriose, je n'en peux plus ». La chirurgie, ce n'est pas la solution à tous les problèmes, c'est vraiment le traitement médical en première intention. La chirurgie, elle vient en deuxième intention, quand on est en échec des traitements médicamenteux, ou qu'il y a un projet particulier de vie, de l'infertilité, voilà, il y a eu des enfants faits, on sait que l'utérus est très malade, et là on peut venir en deuxième intention. Mais il ne faut pas négliger qu'il y a d'autres traitements qui arrivent en parallèle, on va parler après, qui sont bien utiles. Alors, le traitement médicamenteux, ça s'appelle beaucoup, mais c'est la lutte contre la douleur, donc les traitements antalgiques. Alors, le paracétamol, les anti-inflammatoires, c'est ce qui vient en première intention. Après, parfois, on monte un petit peu plus fort. On utilise les antalgiques un petit peu plus fort. Rarement, on attend d'avoir recours à la morphine. Clairement, si on doit avoir recours à la morphine, c'est que là, les dames, elles doivent aller au bloc, clairement. Mais en tout cas, au niveau des traitements pour la douleur, voilà, il ne faut pas être opposé à des traitements. On entend souvent les patients dire « mais je ne vais pas me droguer toute ma vie ». Mais en fait, s'il y a une amélioration avec pas grand-chose au niveau de traitement pour la douleur, c'est pas une drogue, en fait, c'est que le soulage, c'est ce qu'il faut faire. Mais souvent, en parallèle, quand on peut, quand il n'y a pas de projet de grossesse, on bloque les règles, et ça, pour ça, on utilise des pilules. Alors, je ne vais pas vous faire l'étalage du type de pilules, il y en a plusieurs. Bien souvent, on met des stérilés. Et maintenant, même chez des femmes qui n'ont pas eu de grossesse, il ne faut pas rester sur les vieux a priori du stérilé qui ne se met que quand on a eu ses bébés. C'est pas vrai, maintenant, on en met chez des femmes qui n'ont pas eu d'enfants, et notamment les stérilés hormonaux qui permettent de, pour certaines, bloquer complètement leurs règles. Donc, c'est un confort pour les patientes. Lorsqu'on n'y arrive plus, on tape un petit peu plus fort, on met des macroprogestatifs, et là, c'est un petit peu la polémique que vous avez dû entendre avec des traitements un petit peu lourds avec certains risques, etc. Et puis dans les cas extrêmes, on fait des injections pour mettre en ménopause des patientes et puis pour souvent temporiser une intervention chirurgicale. Donc vous l'avez compris, la chirurgie, c'est pas le traitement de première intention de l'endométriose, mais néanmoins, ça devient une seconde intention. Ce qu'il faut que vous sachiez sur la chirurgie d'endométriose, c'est que c'est une chirurgie qui est très complexe et qu'il faut un chirurgien entraîné. Ça se fait souvent dans des équipes expertes. Et il faut vous dire que la chirurgie d'endométriose, ça équivaut à une chirurgie de cancer, sauf que la patiente, elle n'a pas un cancer. Donc elle ne va pas mourir de son endométriose. Mais la difficulté, c'est la même que la chirurgie d'un cancer, parce que l'endométriose, c'est une maladie qui agresse le corps, qui est profonde, qui atteint les organes. Donc, quand elle est très sévère, on ne fait pas faire la chirurgie par n'importe qui. Cette chirurgie, elle n'est pas nécessaire au diagnostic. On a des patients qui me disent « moi, je veux être opérée pour savoir si j'ai vraiment l'endométriose ». Mais si nous, clairement, on pense qu'il y a potentiellement une endométriose, on va bloquer les règles, en fait. On ne va pas aller opérer pour confirmer ce qu'on suspecte. On ne va pas prendre les risques d'une intervention chirurgicale si on sait pertinemment qu'il y a probablement un diagnostic d'endométriose sous-jacent. On n'a pas besoin de cette chirurgie. Parfois, on y a recours et on confirme le diagnostic par chirurgie, mais ce n'est pas forcément nécessaire. En tout cas, quand on doit avoir recours à la chirurgie, c'est la célioscopie. Donc vous avez la petite image. La célioscopie, c'est mettre des petits trous dans le ventre, on met une caméra et puis on utilise des petits instruments pour ne pas être agressif et pour avoir une vue d'ensemble du corps. On ouvre rarement le ventre sur une endométriose. Donc cette complication chirurgicale, elle va être variable selon les douleurs, s'il y a une infertilité ou non, si on a un échec d'un traitement, si on a un doute sur le diagnostic. Parfois on a des patients qu'on est dans les ronces, on ne sait pas, on a l'impression qu'elles ont des infections chroniques. Finalement, quand on les opère, ce n'est pas des infections, c'est de l'endométriose. Ça, c'est un fréquent. Quand on opère, on peut donner un stade à la maladie, et attention, les stades, ça ne fait pas tout. Et puis, quand on traite, on essaie de détruire un maximum les lésions, mais il faut savoir qu'on n'arrive jamais à tout retirer forcément, qu'on n'arrive jamais à être complet dans son traitement, et qu'une toute petite lésion peut repartir plus ou moins rapidement. Mais voilà, il faut que vous le sachiez. Donc, la place de la chirurgie dans le diagnostic, vous l'avez compris, c'est quand on est en échec, on a une haute suspicion
suspicion clinique, on a une IRM qui est normale et qu'on a essayé plein de traitements et qu'on ne s'en sort pas et qu'on ne comprend pas ce qui se passe, bah là, on opère, on explore, on essaie de comprendre. Lorsque la chirurgie est complexe, eh bien, elle se fait dans les réunions de concertation pluridisciplinaire où vous avez le radiologue qui réexamine l'IRM, parce que souvent, quand ce n'est pas un radiologue qui est référent dans les IRM, bah, il peut ne pas tout à fait voir des lésions qui existent. Donc souvent, il y a un radiologue qui relie les IRM et qui parfois fait refaire l'IRM quand celle qu'il a entre les mains, il estime qu'elle n'est pas suffisante pour poser un diagnostic. Il y a le médecin de la douleur, évidemment, il y a les chirurgiens des différentes spécialités qui devront intervenir ensemble, de concert, pendant l'intervention. Donc vous l'avez compris, l'IRM, souvent, l'enjeu, bah, il est préopératoire seulement, en fait. Il ne faut pas faire des IRM à tort et à travers, surtout quand elles ne sont pas bien interprétées, parce que ça nous avance à rien. Et donc, en général, celui qui pose l'indication d'IRM, c'est celui qui a l'habitude de faire de l'endométriose, qui potentiellement va opérer la patiente. Et enfin, voilà, le process infertilité, ça joue en compte. Donc, les équipes souvent d'aide médicale à la contraction, elles sont présentes avec nous sur les stades de fertilité. Donc, j'ai mis en rouge que la chirurgie n'est pas conditionnée par les résultats de l'IRM, mais aussi par l'histoire clinique des gens. Une patiente qui arrive et où on découvre fortuitement qu'elle a l'endométriose sur l'intestin mais qui ne se plaint de rien, eh bien, on ne va pas l'opérer en fait. On va l'observer. Parce que parfois, en opérant, on fait pire que mieux. Donc, une endométriose qui n'est pas symptomatique, il n'y a pas d'infertilité, on n'opère pas. Une endométriose qui n'est pas symptomatique, il y a une infertilité, ça va se discuter. Souvent, il y a un petit peu d'aide médicale à la procréation. Et puis, si on a un échec d'aide médicale à la procréation, là, on opère. Mais en traitement, il faut essayer d'être le plus complet possible. Si la patiente elle est asymptomatique et donc elle est en échec de fil, là, oui, on va opérer. Si la patiente elle est très symptomatique, il n'y a pas de débat, on va l'opérer. Et si on a une patiente qui est peu symptomatique et où on voit que la situation elle est très complexe, bah, parfois on va prendre le parti d'essayer de tout faire pour ne pas l'opérer. Pour ne pas rendre la situation pire qu'elle ne l'est déjà. Parce que parfois cette chirurgie est insuffisante, on peut avoir une efficacité partielle, c'est-à-dire que le chirurgien il peut opérer complètement la patiente, puis la patiente elle reste douloureuse après. Et de toute façon, il faut savoir qu'une patiente qui est opérée d'une endométriose, elle va encore être douloureuse après à cause de cette mémoire de la douleur, et que cette douleur elle va mettre du temps à partir. Donc ça on les rassure en général, mais parfois il faut se méfier aussi parce que c'est l'endométriose qui reprend le dessus. Parfois elle est insuffisante parce qu'on n'est pas efficace sur la fertilité, donc on fait d'aide médicale à la procréation de nouveau. Et puis bah, parfois, effectivement, les patientes, elles récidivent, et c'est pour ça qu'on a des patientes qu'on opère et qu'on les remet sur des traitements, c'est-à-dire sous pilule pour les rebloquer après l'intervention. Et puis parfois, on est délétère avec la chirurgie. Vous avez certainement entendu parler de cas difficiles. Quand on opère un petit sur l'ovaire, bah, nous on réfléchit. Une dame qui n'a pas eu d'enfant, est-ce que c'est la bonne solution? C'est quand on va l'opérer, on va abîmer un petit peu son ovaire, donc on va la rendre moins fertile aussi. Donc parfois, on fait pire que mieux, c'est ce que je vous disais. Parfois, on a des complications, on a des patients qui ont des rétentions d'urine parce qu'on passe trop près de certains organes et ça dénerve un petit peu. Et de fait, parfois, les patientes, elles sont obligées de se sonder pendant un certain temps. Puis l'intervention, ça peut être difficile à vivre. Parfois, on a l'intestin qui communique avec d'autres organes parce qu'on l'a touché trop près. Et parfois, dans la pire des situations, on est obligé de mettre une poche aux dames quand l'intestin est fort malade. Et donc, il faut être capable de vivre un temps avec une petite poche de dérivation des selles. Donc, vous voyez que c'est quand même pas une chirurgie qui est simple. Et donc, nous, notre objectif, c'est, si possible, de nous faire intervenir par la chirurgie. Alors, les traitements médicamenteux, ça marche pas trop mal aussi, et ça vient surtout en complément des traitements précédents. C'est-à-dire que j'entends souvent des mamans qui disent bah, moi, je ne veux pas appliquer votre pilule parce que, oui, mais on ne va pas réussir à tout faire juste avec les traitements de la douleur ou avec les traitements d'accompagnement. Donc, tout ça, ça vient ensemble, hein. Ça se fait de concert, mais on ne peut pas faire un petit peu l'un, un petit peu l'autre. Il faut parfois accepter d'avoir un traitement qui est un peu lourd pour s'améliorer. Donc dans les traitements qui sont apportés en plus, on a le TENS, que vous avez dû entendre, hein, c'est un électrostimulateur, un peu comme ceux qui font un peu du sport comme ça, mais c'est une stimulation qui va se mettre au niveau du ventre et qui va donner des impulsions, qui va permettre de donner au corps l'impression qu'en fait la douleur elle est dans l'utérus et sur l'endométriose, mais qu'elle est là et finalement elle va passer et la douleur sera oubliée. Ça marche relativement bien. Après, vous avez certainement entendu parler aussi du cannabidiol, hein. Ça commence à avoir le grand coup et ça marche aussi pas trop mal. Mais l'acupuncture aussi, ça peut fonctionner, l'ostéopathie et la diététique, parce qu'on pense qu'il y a peut-être une petite part inflammatoire aussi dans l'endométriose et donc l'apport de certains aliments pourrait aggraver la situation. Quelle est la place de la surveillance dans
l'endométriose qui est maîtrisée, qui est plus symptomatique, ça sert à rien de faire des échos, de faire des IRM, et souvent on a des patients qui disent bah, je veux faire une écho parce que alors que tout va bien. Bah non, quand tout va bien, tout va bien. Ça ne sert à rien de faire des échos complémentaires. On fera une écho, on fera une IRM si et seulement s'il y a des nouveaux symptômes. Ça ne sert à rien de faire plein d'examens pour se faire peur pour rien alors que tout va bien. Donc les messages à ramener à la maison, c'est quoi? C'est quand on a mal, on traite la douleur. Il ne faut pas être opposé au traitement hormonal parce que c'est la base du traitement de l'endométriose et qu'on l'associe souvent au traitement de la douleur. Il va s'importer des médecines alternatives, mais qu'elle ne peut pas jouer tous les rôles des médecines alternatives. Que la chirurgie n'est pas indispensable au diagnostic et que c'est certainement pas le traitement de première intention de l'endométriose. Et que malheureusement, on n'a pas toujours de remède miracle à l'endométriose, mais que souvent, on obtient une nette amélioration. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Des questions? Bonsoir, je m'appelle Sarah, j'ai 41 ans, ça fait 11 ans qu'on m'a diagnostiquée. J'ai été suivie moi, à Clermont-Ferrand. Je suis originaire de Saint-Quentin, mais je suis partie pendant 10 ans. Donc j'ai été suivie à Clermont-Ferrand par le professeur Canis. Donc ils m'ont opéré parce que j'avais une endométriose sur la vessie, donc grosse opération. J'ai eu une poche. On m'a diagnostiqué l'endométriose par rapport à une PMA, parce que j'arrivais pas à avoir d'enfant, et j'en ai toujours pas, malheureusement. C'est moi qui ai insisté auprès du gastro, auprès du gynéco de la fille et au gynéco classique de suivi par rapport à la maladie. J'ai dit écoutez, j'ai tous les symptômes, je comprends pas. Ils m'ont fait une cellule exploratrice et là j'avais des nodules sur les utérons sacrés. Et puis l'endométriose, après elle est revenue, avec les traitements de la PMA, on vous massacre, parce que c'est un peu ça. Voilà, exactement. Donc j'ai eu des périodes de ménopause et après on m'a boosté. Donc moi je me suis fait opérer en 2016 et j'ai à nouveau une récidive. Donc moi je suis revenue sur Saint-Quentin fin 2019. Alors je vous pose une question. Moi j'ai appelé des gynécos à Saint-Quentin, il n'y a personne qui me prenait parce qu'on ne prend pas de nouveaux patients. Donc déjà ma problématique elle était déjà là. J'ai retrouvé une première gynéco que j'avais quand j'étais adolescente, j'ai été pleurer chez elle pour qu'elle me reprenne. Et maintenant on m'a orientée sur l'île, à Jeanne de Flandre. Parce qu'à Saint-Quentin on m'a dit en gros, il n'y a personne qui pourra vous traiter. Parce que moi j'ai déjà eu le tour, les radiologues, par exemple à Périgueux, j'ai fait une IRM. Où le radiologue n'a pas vu mon endométriose. C'est ce que je vous disais. 3 mois après, je suis à Clermont-Ferrand au CHU. J'avais pris mes résultats de mon IRM de Périgueux et j'avais déjà le nodule sur la vessie. Donc il y a des radiologues qui ne sont pas spécialisés aussi dans l'endométriose, qui ne la décèlent pas. Et moi j'étais venue pour vraiment une IRM endométriose recherche. Le radiologue n'a rien trouvé. 3 mois après, on m'en trouve quoi. Donc je suis un peu émue de ça parce que moi ça fait 11 ans que je me bats, j'ai un combat perpétuel parce que je vis ça comme un handicap, totalement, socialement. J'ai la chance d'avoir un mari qui est là à tous mes rendez-vous, donc accrochez-vous les filles pour trouver aussi des hommes qui vous écoutent, qui viennent au rendez-vous avec vous, qui s'intéressent à votre vie. Et à Saint-Quentin, qu'est-ce qu'on peut m'apporter moi comme examen, comme référent pour l'endométriose? Moi c'est ça qui m'intéresse, c'est pour ça que je suis venue ce soir, parce que je voudrais trouver un gynéco, je vais dire compétent parce que j'en ai vu beaucoup, et on m'a dit d'aller voir même un psychiatre au début, parce qu'on me disait non c'est dans ta tête tout le temps, non, et c'est moi qui ai trouvé en gros, qui ai soumis l'idée que ça pouvait être ça. Et voilà, donc moi concrètement c'est ça que je suis venue pour savoir à Saint-Quentin qu'est-ce qu'on peut m'apporter. Est-ce qu'on peut me dire s'il y a un gynéco qui peut me prendre en soin,
comme patiente, je peux m'opérer, parce que là, actuellement, je refais une récidive, j'ai fait une IRM à gène de flamme en janvier, je refais une récidive. Et qu'est-ce qu'on peut m'apporter aujourd'hui comme réponse par rapport à ça? En chirurgie à Saint-Quentin, vous ne saurez pas, clairement, parce qu'il faut des équipes expertes. Donc c'est pour ça qu'on vous a orienté à la chaîne de flanc. Ouais, voilà, totalement. Et après, c'est. Surtout que vous avez déjà été opéré. Il va y avoir n'importe qui, Monsieur Canis, c'est un peu. Donc c'est le meilleur chirurgien. Voilà. Idéalement, l'errance, parfois il vaut mieux faire le trajet pour être revu par la personne qui vous a opéré parce qu'elle a votre dossier. Alors, le problème, c'est que déjà, M. Canis, il a été à la retraite. Mais c'est vrai, il y a un poulain qui l'a formé. Oui, je sais, il a formé, il a déjà. Alors, le problème, c'est que faut y aller. Moi, j'ai une ALD, je suis reconnue, c'est bien, j'ai eu mon ALD, il n'y a pas de problème. Sauf que l'ALD, elle ne prend pas en charge le transport. D'accord? Donc, c'est aussi ça pour les femmes. Le problème, c'est que il y a un coût financier. Vous soulevez le problème de la médecine en France à l'heure actuelle. Donc, on a une ALD, on est reconnu par la sécurité sociale, donc on a une infection longue durée, que, voilà, mais on ne prend pas en charge le reste. Donc, après, c'est sur. Moi, je suis à la Clermont-Ferrand, j'habitais en Dordogne à l'époque. On prenait la voiture, 3h30 de route aller, 3h30 de route retour, avec mon mari pose une journée, et parfois on paye l'hôtel, qui est juste à côté, c'est super. Financièrement, ça a aussi un coût pour les femmes, donc en fait on paye pour se faire soigner, même si derrière, le CHU Clermont par exemple, c'est un CHU où j'ai rien payé du tout, mais on paye aussi nos trajets, etc., alors qu'on est reconnu comme étant malade, on a une prise en charge. Donc, bien sûr, mais comme beaucoup d'autres pathologies en France, en France on est quand même bien servi parce que vous seriez à l'étranger, là il y aurait pas de souci, je sais. Après, il y a quand même 2 poids, 2 mesures. Certes, c'est compliqué, mais vous n'êtes pas la seule dans cette situation-là. Mais il y a des choses qui sont des impondérables. N'importe qui ne peut pas se lancer dans l'endométriose et n'importe qui ne peut pas vous opérer au risque de faire mal. Donc, oui, j'entends, c'est complexe. Mais il y a aussi des pathologies un peu rares où les gens vont devoir faire le trajet, comme des maladies orphelines, où les gens font le trajet pour justement avoir une solution par un seul médecin spécialisé en France. C'est pour ça qu'il faut faire aussi la solution à évoluer, peut-être au ministère de la Santé, je ne sais pas. Il faut aussi, parce que moi, voilà, j'ai vu que vous aviez une association, moi je faisais partie de l'association Endo-France depuis des années, et toutes les femmes, elles se battent dans cette association pour essayer de sensibiliser les gens. C'est super ce que vous faites ce soir, c'est bien d'en parler. Moi, dès que je suis avec des gens que je connais, je dis, tu vois, ta fille, si elle a un peu mal, c'est peut-être ça. Et puis, moi, j'ai des copines de travail, même en Dordogne, qui se sont fait diagnostiquer avec de l'endométriose parce que j'en ai parlé, tout simplement, quoi. Mais après, je trouve qu'il y a quand même des limites parce qu'il y a des centres. Mais ça serait bien qu'à Saint-Quentin, il y ait un centre spécifique, ou à Amiens, je sais pas, ou voilà, après, à Rouen, je sais qu'il y avait un centre qui était super. Bon, là, Jeanne de Flandre, moi, je vous avoue, j'ai appelé la dame, parce que Marie-Touchane m'a donné les coordonnées. Là, on vous dit, est-ce que vous voulez une consultation privée ou publique? Tout de suite, on parle de fric. Et c'est ça, moi, qui me gêne, en fait, c'est l'argent. Parce que nous, les patients, on souffre tous les jours. Là, moi, je suis venue ce soir, mais je ne suis pas bien aujourd'hui, vous voyez, parce qu'il y a des jours avec et des jours sans. Et je me dis, tout de suite, il y a une question d'argent, et c'est ce qui me gêne. Je n'ai pas encore pris rendez-vous avec la gynéco à Jeanne de Flandre pour ça, parce que moi, ça me gêne tout de suite quand on dit ça. Voilà. Merci beaucoup de votre témoignage, parce que justement, c'est bien de mettre le doigt sur les problèmes qu'on peut rencontrer. Alors, l'histoire que vous avez rencontrée, le début de votre parcours, malheureusement, c'est plein de femmes qui peuvent être confrontées à ça, avec un diagnostic qui est tardif. D'accord? Alors, je ne connais pas vos symptômes, etc., et on n'est pas là pour faire du cas présent, mais si on en arrive là, c'est parce que déjà, on n'est peut-être pas assez préparé aussi en tant que professionnel. Mais c'est quand même une maladie maintenant qui est de plus en plus connue et auquel on pense. Qu'est-ce qu'on peut faire à Saint-Quentin? Tout, sauf la chirurgie. C'est-à-dire qu'en général, le diagnostic, on arrive à le poser. Les examens complémentaires, je vous l'ai dit, ils n'apportent pas obligatoirement grand-chose. Et les IRM, quand on a un doute, on les fait réinterpréter.
par les radiologues présents sur place ou à distance. Il n'y a que la chirurgie qu'on ne fait pas, parce que la chirurgie, elle est en effet complexe. Pour l'instant, on n'a pas encore les gens qui vont être formés, on va bientôt... les possibilités chirurgicales vont se développer sur l'hôpital, mais pour l'instant, pas pour l'endométriose. D'accord ? Est-ce que c'est quelque chose de péjoratif? Moi, j'en suis pas sûre. Parce que c'est une chirurgie qui est faite peu frais, pas très souvent, et donc il doit être fait par des opérateurs entraînés. Si vous voyez une endométriose tous les 5 ans, c'est pas la peine. C'est pas la peine. D'accord ? Il faut avoir aussi des équipes multidisciplinaires pour la même intervention. Donc ça, on est en train d'y travailler. Dans les mois et les années qui viennent, ça va se faire plus facilement que ça se faisait avant. Mais hormis la chirurgie, on arrive à établir le diagnostic et les prises en charge médicales. Maintenant, le problème des rendez-vous. C'est une spécialité qui est lourde sur le plan médico-légal, dans lesquelles on a des horaires qui ne sont pas très réguliers, on a des gardes, donc les jeunes compétents comme Zainab, par exemple, c'est pas la majorité qui veulent faire de l'obstétrique. D'accord ? Donc sur Saint-Quentin, pendant quelques temps, on a été très peu. Donc, en effet, les rendez-vous n'étaient pas simples. Là, maintenant, grâce à l'aide apportée par les budgets qui nous sont attribués par la direction, on a pu recruter des gens. Et maintenant, on est plus nombreux. Mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivée il y a 26 ans, il y avait toute l'équipe de la polyclinique, ils étaient à 6. Il y en avait autant installés en ville et il y avait d'autres équipes. Là, maintenant, on est dans le service. Comme senior, un temps plein, l'équivalent temps plein, ça doit être 6 ou 7. J'appelle à l'hôpital. À l'hôpital, au niveau du diagnostic, c'est quand même, et de la prise en charge médicale, en tout cas les premiers paliers, moi je veux dire sur 100 personnes qu'on voit, consultent pour des douleurs de règles. Si vous êtes d'accord. On a 50 à la première consultation, on va soit prescrire des bons antalgiques, soit une pilule progestative classique. Vous en avez 50 qui ont plus mal. Après, sur les 50 qui restent, on va monter en palier thérapeutique comme on a expliqué. Donc, soit on va faire des pilules progestatives en continu, soit on va mettre des micro-progestatives. Et depuis quelques années, on a un micro-progestatif qui est sorti, qui agit beaucoup mieux sur la douleur de l'endométriose. Donc quand on arrive à avoir tous ces paliers-là, on arrive à prendre en charge, voilà, entre 75 et 80 patients. Après, il en reste. Les pilules, il faut les supporter. Ah oui, moi j'ai dit que c'était simple. Mais la problématique, c'est qu'on ne peut pas tout avoir. Et ça, c'est souvent nous la bataille. Il faut essayer en fait. Moi, on m'a dit que c'est comme de la cuisine. C'est exactement. Ça peut tout. Il n'y aura pas toute patiente, mais qu'on ne pourra jamais avoir de situation parfaite. Donc ça, il faut être capable de l'entendre aussi. C'est-à-dire que nous, on a des patients qui nous disent bah oui, j'ai plus de libido, mais vous n'avez plus mal. Donc, c'est qu'on ne pourra pas avoir du 100% et on ne pourra pas vous garantir une vie normale. Ça, c'est pas possible avec l'endométriose. Ce qu'il faut essayer avec l'endométriose sévère. Avec l'endométriose sévère. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il faut essayer de prendre le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Alors, c'est pas toujours facile, surtout qu'on a un parcours comme le vôtre, évidemment, mais c'est vraiment la fin de mes diapos, c'est qu'on n'a pas la ressource ultime qui permettra d'avoir une vie parfaite et normale, malheureusement. Au même titre que quelqu'un qui a été opéré d'un cancer et qui a des motivations de son cancer, il finira par se réadapter à sa nouvelle vie, mais elle ne sera jamais comme avant, elle ne sera jamais parfaite. Et bien finalement, c'est une pathologie aussi lourde que le cancer, l'endométriose sévère. On ne sera jamais parfait. Et ça, traitement miracle, on ne l'a pas malheureusement. Après, il ne faut pas non plus en désespérer, mais il faut être capable d'accepter des inconvénients qu'on ne pourra pas améliorer. On voit beaucoup de patients qui arrêtent la pilule
les effets, on a tous les effets secondaires, on n'a pas les avantages. Donc il faut prendre du temps, être patient. Autant on a patienté des années pour d'avoir le diagnostic, autant l'impatience elle est là quand on a enfin le diagnostic parce qu'on voudrait résoudre en 2 mois ce qu'on n'a pas réussi à diagnostiquer en 7 ans. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir guérir d'un point de vue psychologique, d'un point de vue douloureux et d'un point de vue médical une endométriose qui a mis autant de temps à être diagnostiquée. Et là où on vous dit allez voir un psychologue, c'est pas que vous êtes folle, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une imprégnation psychologique qui est telle que de toute façon, si on ne désamorce pas ça, on ne pourra pas être parfait sur tout le reste non plus. C'est vraiment, elle est complexe dans le sens où elle atteint tout l'endométriose. C'est qu'après, physiquement, psychologiquement, on est altéré. Donc on ne peut pas refuser tout, il faut que ce soit tout complémentaire. Et bien sûr, vous n'aurez pas de traitement parfait partout. Bien sûr, tout le monde a envie d'avoir à côté de chez lui le centre d'endométriose, le centre de sa pathologie. Si on pouvait faire, on le ferait évidemment. Pensez bien que nous, les premiers, on a envie de vous donner tout ça. Sauf qu'on n'a pas forcément les moyens de le faire, on n'a pas forcément la ressource. Et on fait ce qu'on peut, on essaie de faire le mieux. Et surtout, on n'arrive pas à intervenir sur tous les symptômes en même temps. Alors, la douleur, moi je trouve que la plupart du temps, on arrive à gérer. Les dyspareunies, c'est-à-dire les douleurs pendant les règles et les saignements abondants, on a des choix à faire. On n'arrivera pas, souvent on arrive à prendre en charge la douleur et à diminuer les saignements. Les dyspareunies, en général, c'est le signe qui, enfin, moi dans mon expérience, c'est le signe qui reste le plus. Après, chaque cas est différent. Mais on n'a pas actuellement, il n'y a pas de traitement qui permet de dire qu'on va vous guérir à 100% de tous les symptômes quand on a une endométriose sévère. Par exemple, le Luttéran, je vois que vous en avez parlé, moi j'en ai eu pendant un moment, et ça n'a pas été, quoi. On a dû l'arrêter, et en plus il y a eu une polémique sur le médicament. Voilà, le professeur Canu, c'est d'arrêter d'en donner à ses patientes. Donc, moi je continue d'en donner. Non, vous continuez d'en donner. Mais après, il faut signer une décharge, il y a quand même quelque chose. C'est une notice d'information. C'est une discussion entre la patiente et nous. Quand on informe bien sa patiente, aux États-Unis c'est beaucoup plus simple. Des patients, on leur dit voilà, il y a des risques, les patients sont prêts à prendre les risques, il n'y a pas de principe de précaution, c'est beaucoup plus simple. Là-bas, on avance beaucoup plus dans la science aux États-Unis parce qu'il n'y a pas de principe de précaution. En France, on est très frileux. Donc on interdit tout, on se met sous des principes de précaution et on empêche les gens d'être bien traités. Alors que si clairement la patiente est prête à prendre ce risque, qui n'est pas un risque déraisonné, puisqu'on sait que s'il y a un mélangiome, on arrête le traitement et le mélangiome dans la plupart du temps, il régresse. Donc, mais combien de fois j'en ai vu moi en 15 ans? Un seul, et un tout petit. Et donc je ne suis même pas sûre qu'ils n'étaient pas déjà là avant le traitement, puisqu'on fait des IRM depuis quelques années, depuis 5 ans. Donc si votre patiente elle est prête à courir ce risque parce qu'elle y voit un bénéfice pour elle-même, pourquoi ne pas le faire? Si clairement elle y trouve un bénéfice et qu'elle, ça lui convient, oui bien sûr on va le faire. C'est un cas sur... Non mais il y a eu des millions de personnes traitées sur le terrain. Les conséquences du Luttéran, le risque, c'est un cas sur... Et c'est comme dans tout médicament, il n'y a pas de risque zéro, c'est comme les patients qui ont un traitement pour la thyroïde secondaire. Tant qu'on sait que vous n'allez pas avoir un cancer avec un traitement, tant qu'on sait qu'on ne va pas vous donner une insuffisance rénale, une maladie hépatique grave qui risque de vous tuer, tant qu'on sait que c'est quelque chose où il y a une prévention et qu'il y a une surveillance qui vous permet de faire les choses en sécurité, pourquoi ne pas le faire? Quand c'est toléré, on le fait. Les gens qui fument ont plus de chances d'avoir un cancer du poumon qu'une patiente qui prend du luténil ou du Luttéran d'avoir un majeur. Et le problème, c'est là où ça me fait très très peur, c'est que la polémique, c'est que là on parle du Luttéran et du luténil, mais je pense que les articles qui sont en train de sortir, où par principe de précaution, ils veulent certainement élargir à d'autres protestatifs. Et là, pour le coup, quelque chose d'encore plus compliqué. Et là, sur le coup, si ça tombe, c'est terminé. Là, il n'y aura plus de moyen de soulager. Là, il faut savoir que le CLD, par exemple, le Mirena qu'on utilise, ça a permis, donc ça c'est pas dans le cadre de la douleur, mais c'est pour vous donner un exemple de ce que les médicaments peuvent apporter. Le Mirena, ça a permis d'éviter 30% d'hystérectomie.
magique, pour des règles là-dedans qu'on n'arrive pas à maîtriser par d'autres médias. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'à les polémiques sur le Mirena, pendant un temps, on entendait que le Mirena, ça donnait des cancers du sein. Hein. Par contre, on ne parle pas de toutes les patients qui ont été améliorées avec ce traitement, toutes les patients qui ont été soulagées, toutes les interventions qu'on n'a pas eu à leur faire, qui sont agressives, mutilantes, ce sont des hystérectomies, ça peut être vécu comme mutilant. Donc, il y aura jamais une situation parfaite. Hein. Chacun y voit son bénéfice. Et en ce qui concerne aussi le fait de un petit peu, pour la procréation médicalement assistée, les femmes qui ont de l'endométriose sévère, on a du mal à maîtriser les douleurs. En fait, on leur donne une chance d'obtenir une grossesse spontanément, mais on attend beaucoup moins longtemps que pour les autres femmes. C'est-à-dire, on ne va pas leur dire, pendant 2 ans, on arrête et puis on attend, on voit ce que ça donne. En général, on arrête les traitements 6 à 12 mois maximum, et si ça ne marche pas, on adresse au centre de procréation médicalement assistée. Autre chose pour les endométriomes, les dames qui ont des endométriomes, on n'est pas obligé de traiter d'emblée avant de faire une procréation médicalement assistée si c'est inférieur à 6 cm. Hein? Donc dans ce cas-là, on ne traite pas parce qu'on sait que ça ne. Voilà, c'est tout. On fait la stimulation pour obtenir les grossesses. Voilà. Madame, une question. Oui, une question. Je rejoins déjà Sarah sur le manque de gynécologue. Je suis exactement dans la même situation. Je fais de l'endométriose, j'ai pas vu de gynécologue depuis 2 ans. Je pense qu'il faut que j'appelle à l'hôpital aussi. J'aurai peut-être un rendez-vous. Mais je suis un peu perdue dans le sens où j'ai été suivie pendant une dizaine d'années par 2 gynécologues différents qui sont partis chacun à leur tour. Qui parlaient d'endométriose, mais pas de la même manière. Et de fait, je me suis demandé si on parlait de la même maladie à chaque fois. Et aujourd'hui, je trouve que c'est quand même assez clair aussi, etc. Mais je ne sais pas comment exprimer ça, mais par exemple, j'avais ma première gynécologue qui m'a mis directement sous une ménopause artificielle, parce que c'était vraiment insupportable. Et la ménopause artificielle, c'était les plus belles années de ma vie. Ça a été, j'ai été au royaume du bonheur. J'étais normale, quoi, j'avais pu subir, etc. Et là, j'ai demandé à mon second gynécologue de l'après, non catégorique. Bon, elle est partie, j'en ai parlé avec mon médecin, j'ai dit, on était sous ménopause, je leur dis, moi, j'en ai marre, quoi. Et c'est pareil. Et de fait, j'ai l'impression, j'ai l'impression que c'est encore quelque part méconnu. Alors, je suis très contente que vous soyez là aujourd'hui pour en parler, mais j'ai l'impression que c'est encore très flou, en fait. C'est très flou. Alors j'ai bien répondu à votre question. Pendant longtemps, on a envoyé à tort et à travers, un petit peu sans le savoir, des injections à des femmes qui les soulageaient bien. Effectivement, ça marche très bien. Sauf qu'on s'est rendu compte avec le temps qu'on était délétère, parce que le fait de mettre une femme en ménopause artificielle à un âge qui n'est pas le bon, fait qu'elle appauvrit son os et qu'elle augmente son risque d'ostéoporose. Donc au final, là où on fait bien d'un côté, on fait mal de l'autre. Et après, le risque, c'est que vous tombiez à 45 ans avec une hanche artificielle, parce qu'on vous aura abîmé votre hanche en lien avec l'ostéoporose. Donc là, il y a un principe de précaution, et les recommandations, elles sont claires là-dessus, c'est qu'on ne peut mettre une femme en ménopause artificielle et on la substitue pendant 1 an maximum. Donc il est vrai que pendant longtemps, vous avez des gynécos qui ont mis beaucoup de piqûres et beaucoup de femmes en ménopause artificielle, on en voit encore à l'heure actuelle, et là qui ne comprend pas qu'on ne pouvait dire pas les choses, et parce qu'en science on évolue, et on n'avait pas connaissance à l'époque des conséquences de cet usage intensif de piqûres. Maintenant on le sait, c'est pas bon, on ne peut pas le faire. Et donc on réserve ce traitement en cas aigu, dans certaines situations, et surtout en préopératoire. Et ça joue aussi sur les chaleurs. C'était formidable. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Elena, le retour est toujours le même. C'est formidable, c'est le meilleur moment de l'envie. Mais depuis, on a lié le geste. Ça marche bien. Ça marche très bien. C'est l'un ou l'autre. Non, c'est pas. Et les injections, c'est 6 mois, c'est 3 mois ou 6 mois, c'est pas ça? C'est 3 mois, on met tout pour 3 mois. On a aussi ça, quand on fait un parcours de PMA, on a aussi, quand ils font un... C'est différent, en parcours de PMA, on vous donne des hormones. Ouais, non, en parcours long, ils peuvent vous mettre sous
sous ménopause artificielle, et après vous stimulez. Et vous laissez au repos aux ovaires, et après vous stimulez à fond. Moi, ils l'ont fait 2 fois pendant la PMA. Et vous êtes stimulé derrière. On est stimulé derrière. Voilà, c'est différent. Et de toute façon, en PMA, sachez que ce nombre d'injections, il est limité dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne vous en fera pas toute votre vie. Non. Il y a un quota. Une fois qu'il est atteint, c'est terminé. Aussi à cause de ce risque-là. Ça, moi, j'ai pas ça. Après, on sait qu'à la ménopause, les risques sont plus élevés d'ostéoporose. D'ostéoporose, oui. Mais il se majore avec ce traitement. Et ouais, du coup, on sait entre guillemets que quand on a une période de ménopause, il y a ce risque-là. Mais c'est vrai que en tant que patiente, on ne l'a jamais dit, quoi. Mais parce qu'en tant que patient, vous allez voir que le bénéfice qui vous est apporté, pas les risques que vous prenez. La solution, évidemment, encore une fois, le principe de précaution en France. C'est une relation de confiance aussi avec tout ce Après, vous ne pourrez pas obliger votre médecin à prendre une décision qu'il n'a pas envie de prendre. C'est souvent quand on vous dit non, c'est qu'il n'est pas à l'aise avec le sujet. Il ne va pas bêtement reconduire un traitement qu'il ne maîtrise pas au risque d'injure de la pathologie alors qu'il ne maîtrise pas. Enfin, là, on peut lui reprocher. J'entends, mais tout à l'heure, vous disiez par exemple pour les symptômes, on ne peut pas tout avoir. Mais forcément, par exemple, pour la pilule, un peu comme Sarah, j'ai essayé 3 pilules différentes, une pilule du vélo. Ça m'impacte quand même dans la vie, dans le couple, qui est quand même... Mais comme des femmes sous injection, oui, ont une libido complètement à part. J'entends, ce que je veux dire, c'est qu'il y a... C'est pas de votre faute, c'est de la faute, voilà, c'est de la faute de personne. C'est un train développé, je pense que les traitements, il y a des chercheurs qui travaillent dessus en continu, etc. Et aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai trouvé aucun traitement qui me convient. Quand j'ai mes règles, je me mets des règles la nuit pour prendre des médicaments, parce que si je ne me réveille pas, donc c'est pas la peine, je m'en fais de la fond. C'est nous qui nous adaptons quelque part à... Pourquoi vous mettez un réveil la nuit pour vous réveiller si vous dormez? Je suis obligée, sinon je laisse la peur monter et après c'est fini. Je peux plus... là, je dors plus pendant 1h30, 2 heures. Donc c'est pénible au quotidien, on s'adapte tout le temps. Là, j'entendais qu'il y avait des efforts qui étaient en Espagne. Mais moi, je le rêve sur mon manger, quoi. J'en rêve. Je ne trouve pas ça normal, quoi. Uniquement menstruel. Oui, menstruel. Non, mais j'ai la douleur chez les patients. Mais ça, on en parle pour toutes les femmes, les règles sont douloureuses, je ne cherche pas à savoir les biologies exactes, plutôt les oppositions. Donc ça, il faut dire, c'est une bonne avancée. C'est ce qu'on dit, un peu ici, même pour la PMA, c'est bon. L'année dernière, en fait, j'ai fait une erreur parce qu'en fait, j'avais des règles en continu pendant même 7 secondes. Et en fait, ils ont décidé que j'avais des polypolypyrus. La maladie endoménose, on me dit que c'est endoménose, mais... Adénomiose. Vous étiez prêts. Et j'avais des petits souvenirs d'avant aussi. Et donc je me suis fait opérer les pieds, donc c'est pas légal et tout. Elle m'a donné une pilule Optomisette. Voilà. Ça n'a pas fonctionné tous les 2 mois, j'avais quand même mes règles en fait. Mais moi, du coup, moins profond, quoi. Ça a duré une semaine moins importante. Et donc, maintenant, quand je suis retournée là-bas, en fait, après la situation, et en fait, parce que j'avais toujours mal au niveau de la droite, et en disant aussi que la pilule, j'avais quand même des règles, elle m'a dit, pourtant ça se met en place, voilà, ça va faire quand même 1 an. Et là, actuellement, j'avais opéré comme d'habitude, en fait. Et là, on m'a donné une autre pilule pour l'endométriose, justement. Elle fonctionnera mieux. Et au final, c'est pire que l'optomisette. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'à chaque médicament, il y a des avantages et des inconvénients. Pour la pilule de Paris, c'est une contre-médicative. En effet, c'est un des médicaments de référence pour diminuer la vie naturelle. Et en contrepartie,
partie, on sait très bien que ça peut donner des petits saignements de temps en temps. Alors si les petits saignements sont de temps en temps, c'est une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, ça va. Quand c'est tous les jours, voilà. Et c'est que j'ai toujours mal au niveau de mon gouvernement, même quand j'ai pas mes règles, quand ça va pas travailler, en fait, j'ai tout. Et on me dit, c'est peut-être pas le verre, c'est dans le ventre, il n'y a pas trop d'air. Je sais quand même où j'ai mal quand même. S'il n'y a pas de choses comme ça, ça peut être. Il n'y a plus de kiss, il n'y a pas de kiss. Imagine même si c'était la maladie endométriose qui s'appelait, parce qu'on m'a dit que c'était à l'intérieur de l'utérus, et endométriose, c'est sur les. Alors, l'adénomiose, ça donne surtout des règles très très abondantes qu'on n'arrive pas, pour lesquelles on n'a pas de traitement, pour lesquelles les traitements sont moins efficaces. Et ça fait partie des indications même des hystérectomies. On retrouve souvent des adénomioses quand les indications sont pour des règles abondantes. On m'a dit que c'était diagnostiqué comme ça, mais là, elle m'a dit que c'était l'endométriose qui se portait plus sur le verre. Madame Fodroff, docteur Fodroff. Parce qu'au départ, j'ai eu docteur Fossé, mais puis il est parti en ville. Je sais pas pourquoi, quand j'ai eu peur pour Il faut la revoir pour en discuter peut-être. J'ai rendez-vous demain. C'est pour ça que j'ai dit ça tout bien. J'aurai des informations aussi. Je vous propose qu'on conclue cette. Oui, mais j'allais le faire. Mais je voulais d'abord vous remercier quand même. Voilà, toutes les trois, parce que je pense que c'était qu'on vous applaudisse. La parole à Mira, puisque nous avons la chance sur Saint-Quentin d'avoir une association en 202. Donc elle va se présenter et expliquer son association en lien effectivement avec toute cette coordination qui est mise pour l'hôpital. Je pense que sur l'endométriose, il y a beaucoup de choses à faire et je la remercie aussi de son initiative. Merci Dr Berthaud. Déjà bonsoir à tout le monde et merci d'être venu quand même à cette conférence qui nous tient tout à cœur, je pense. Merci au Dr Berthaud, merci à Madame Gevers de m'accompagner tous les jours dans cette expérience, d'avoir créé mon association. C'est entièrement grâce à elle et je voulais vous remercier. Merci aussi au docteur présent ce soir de nous aiguiller un petit peu et de nous aider et de toujours partager des conseils pour moi qui sont quand même enrichissants. Donc moi je suis porteuse de la maladie depuis un moment déjà, donc sous ménopause artificielle, utérant depuis 4 ans. Et pour moi la ménopause artificielle elle fonctionne sur tous les plans, mis à part là, en ce moment pas mal de douleurs qui viennent et qui repartent. Mais sinon, pour l'instant, tout va bien. Donc, on a créé notre association en novembre 2022, donc l'association Endo Saint-Quentin, pour justement aider, soutenir et apporter des conseils aux femmes étant porteuses ou susceptibles de l'être. Il n'y a pas que ça aussi, hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le flou par rapport à la maladie, qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Et nous, en fait, on intervient vraiment sur ça, en fait. On veut vraiment sensibiliser tout le public, que ce soit des hommes, des femmes. Là, j'aimerais et on souhaiterait intervenir dans des classes scolaires pour des plus jeunes âges, en fait, pour justement des jeunes filles qui souffreraient de quelques douleurs ou autre, pour ne pas les laisser dans le flou, ou bien même pour parler de la maladie. Et donc, on organise des événements et aussi, comme ce soir, des conférences avec l'aide de ces dames qui viennent tous les jours. Et en fait, nous, on est là vraiment pour aider, en fait, et pour accompagner et se sentir tout ensemble dans cette maladie. Voilà. Donc, je vous propose
de poursuivre.